Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui descend le long de votre jambe et qui ne trouve pas de soulagement durable? Si vous avez plus de 60 ans et que vous persistez dans cette habitude que je vais vous dévoiler aujourd'hui, vous risquez de saboter complètement votre rétablissement et d'aggraver une affection déjà naturellement plus difficile à gérer avec l'âge. En tant que spécialiste ayant travaillé pendant des années avec des patients âgés souffrant de sciatique, je constate quotidiennement comment un simple comportement apparemment anodin peut transformer une douleur occasionnelle en souffrance chronique et invalidante. J'aimerais savoir d'où vous regardez l'émission aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous habitez et si vous ou un membre de votre famille souffrez de douleurs sciatiques. Votre participation est essentielle pour que je puisse continuer à créer du contenu toujours plus adapté à vos besoins spécifiques. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux sur la façon de vivre une vie de qualité après 60 ans, en particulier en ce qui concerne les douleurs du nerf sciatique. Le nerf sciatique est le nerf le plus volumineux et le plus long du corps humain. Il s'étend du bas du dos aux pieds en passant par les fesses et les cuisses. Chez les personnes de plus de 60 ans, ce nerf est confronté à des défis spécifiques liés au vieillissement naturel. Le cartilage intervertébral perd de son élasticité et de sa hauteur, les ligaments deviennent moins souples et les muscles soutenant la colonne vertébrale s'affaiblissent souvent progressivement. Des études épidémiologiques montrent qu'environ 40% des adultes connaîtront un épisode de sciatique au cours de leur vie, l'incidence augmentant significativement après 50 ans, atteignant un pic entre 60 et 70 ans. L'anatomie du nerf sciatique chez les personnes âgées présente des particularités qui rendent cette population particulièrement vulnérable. Le nerf émerge de la colonne vertébrale par des ouvertures appelées foramens intervertébraux, qui se rétrécissent naturellement avec l'âge en raison du développement d'ostéophytes, de l'épaississement des ligaments et des protrusions discales. L'ajout de comportements néfastes à ces facteurs anatomiques crée un contexte propice au développement d'une sciatique persistante et difficile à traiter. Des recherches scientifiques récentes publiées dans le Journal of Geriatric Medicine indiquent que les personnes âgées qui maintiennent certains modèles de comportement sont jusqu'à 300% plus susceptibles de développer une sciatique chronique par rapport à celles qui changent ses habitudes après 60 ans. Plus alarmant encore, de nombreux professionnels de la santé ne parviennent pas à traiter adéquatement ce problème de comportement, se concentrant uniquement sur les traitements palliatifs sans s'attaquer à la cause profonde du problème. L'habitude que je souhaite souligner aujourd'hui est extrêmement courante chez les personnes âgées et est directement liée à la posture que nous adoptons lors des activités quotidiennes les plus élémentaires. Ce comportement spécifique crée une cascade d'événements biomécaniques qui aboutissent à une compression progressive du nerf sciatique, particulièrement dévastatrice chez les personnes de plus de 60 ans en raison des modifications structurelles de la colonne vertébrale. Lorsqu'on parle de sciatique chez les personnes âgées, il est crucial de prendre en compte les modifications importantes de la biomécanique de la colonne vertébrale que le vieillissement entraîne. La déshydratation des disques intervertébraux, phénomène naturel après 50 ans, entraîne une diminution de la hauteur du disque et par conséquent, un rapprochement des vertèbres. Ce rapprochement réduit l'espace disponible pour le nerf sciatique à son émergence, créant une vulnérabilité anatomique qui peut être considérablement aggravée par de mauvaises habitudes posturales. Le système musculosquelettique des personnes de plus de 60 ans présente également des caractéristiques qui exacerbent les effets négatifs des mauvaises habitudes. La sarcopénie, perte progressive de masse musculaire liée à l'âge, affecte particulièrement les muscles stabilisateurs profonds de la colonne vertébrale. Des muscles tels que les multifides, les rotateurs et les intertransversaires perdent de leur efficacité dans leur fonction de maintien de la stabilité segmentaire de la colonne vertébrale, transférant une surcharge accrue aux structures passives telles que les ligaments et les disques intervertébraux. Ce transfert de surcharge devient encore plus problématique lorsqu'il est associé à l'habitude spécifique que j'aborderai en détail dans les sections suivantes. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple problème postural isolé, mais plutôt d'un comportement qui crée un cercle vicieux de détérioration progressive de la fonction du nerf sciatique. L'habitude dévastatrice qui détruit la santé de votre nerf sciatique après 60 ans est rester assis pendant de longues périodes avec une mauvaise posture, en particulier sur les chaises basses, les fauteuils inclinables ou les canapés moelleux. Ce comportement apparemment inoffensif constitue l'une des plus grandes menaces pour l'intégrité du nerf sciatique chez les personnes âgées,
créant une série de changements biomécaniques aboutissant à une compression nerveuse progressive et à une inflammation chronique. Lorsqu'une personne de plus de 60 ans reste assise de manière incorrecte pendant de longues périodes, la courbure naturelle de la colonne lombaire se modifie radicalement. La lordose physiologique, la courbure naturelle qui maintient le bon alignement des vertèbres, se redresse, voire s'inverse, créant une kyphose lombaire pathologique. Ce changement postural force les disques intervertébraux L4, L5 et L5S1, principaux points d'origine du nerf sciatique, à supporter des charges asymétriques et excessives. Chez les personnes âgées, les disques intervertébraux présentent déjà une dégénérescence naturelle, avec une réduction du noyau pulpeux et une fibrose de l'anneau fibreux. Soumis à une pression asymétrique due à une mauvaise posture assise, ces disques dégénérés ne parviennent pas à répartir uniformément les forces de compression, concentrant la pression sur des zones spécifiques. Cette concentration de pression peut entraîner des protrusions discales ou des hernies qui compriment directement les racines nerveuses du nerf sciatique. Des études biomécaniques utilisant l'électromyographie démontrent qu'une mauvaise posture assise chez les personnes âgées entraîne une augmentation de la pression intradiscale pouvant atteindre 400% par rapport à la position debout. Cette augmentation est encore plus prononcée lorsque la personne est assise sur des surfaces basses ou molles, ce qui entraîne une flexion excessive de la hanche et une postériorisation du bassin. Cette postériorisation pelvienne supprime la lordose lombaire naturelle et crée une tension excessive sur les structures postérieures de la colonne vertébrale, notamment les ligaments, les capsules articulaires et les racines nerveuses. Le mécanisme des blessures devient encore plus complexe lorsque l'on considère que les personnes âgées restent souvent dans la même position pendant des heures, qu'elles regardent la télévision, lisent ou effectuent des activités manuelles. Cette immobilité prolongée entraîne une raideur des structures myofasciales entourant la colonne lombaire et le bassin. Des muscles tels que le psoas, le piriforme et les ischio-jambiers développent un raccourcissement adaptatif qui perpétue une mauvaise posture, même en position debout. Le muscle piriforme mérite une attention particulière dans ce contexte, car sa relation anatomique avec le nerf sciatique est particulièrement importante chez les personnes âgées. Chez environ 15% de la population, le nerf sciatique traverse le muscle piriforme, et chez 10% supplémentaires, une division du nerf le transperce. Lorsque le piriforme développe une tension excessive due à une position assise prolongée, il peut comprimer directement le nerf sciatique, provoquant un syndrome piriforme, une affection qui simule et peut coexister avec une sciatique d'origine discale. La compression nerveuse résultant d'une mauvaise posture assise ne se limite pas à des aspects mécaniques. Soumis à une compression chronique, le nerf sciatique développe un processus inflammatoire local caractérisé par la libération de médiateurs chimiques tels que les prostaglandines, les leucotriènes et les cytokines pro-inflammatoires. Cette réponse inflammatoire augmente la sensibilité nerveuse et peut perpétuer la douleur même après la suppression du facteur compressif initial. Chez les personnes âgées, la capacité à résoudre l'inflammation neuronale est naturellement diminuée en raison d'un phénomène appelé inflammaging, un état d'inflammation chronique de faible intensité associé au vieillissement. Cet état inflammatoire de base rend le système nerveux des personnes âgées moins résistant aux lésions supplémentaires et plus sujet à développer une sensibilisation centrale, où le système nerveux central amplifie les signaux de douleur de manière disproportionnée par rapport aux stimuli périphériques. La vascularisation du nerf sciatique est également compromise par la station assise prolongée chez les personnes âgées. Le nerf sciatique est irrigué par de petites artères qui peuvent être comprimées lorsqu'il est soumis à une tension mécanique. Chez les personnes de plus de 60 ans, qui présentent fréquemment des modifications microvasculaires liées à l'âge, cette compression vasculaire peut entraîner une ischémie nerveuse et une dégénérescence axonale ultérieure. Une étude publiée dans l'European Spine Journal montre que les personnes âgées qui restent assises plus de 6 heures par jour présentent des modifications détectables de la conduction du nerf sciatique après seulement 3 mois. Ces modifications comprennent une diminution de la vitesse de conduction motrice et un allongement de la latence de la réponse sensorielle, indicateur précoce d'une altération de la fonction neuronale pouvant précéder l'apparition de symptômes cliniques manifestes. L'aspect le plus inquiétant de cette habitude est son caractère progressif et insidieux.
De nombreuses personnes âgées développent progressivement une tolérance à l'inconfort initial, s'adaptant progressivement à des positions de plus en plus dangereuses. Cette adaptation entraîne des modifications structurelles permanentes, notamment des déformations de la colonne vertébrale, un raccourcissement musculaire irréversible et la formation de tissus cicatriciels autour des racines nerveuses. Les conséquences dévastatrices de cette habitude de rester assis de manière inappropriée pendant de longues périodes se manifestent progressivement et souvent de manière irréversible chez les personnes âgées, créant un cercle vicieux de détérioration fonctionnelle qui va bien au-delà de la simple douleur sciatique. Ce qui rend cette situation particulièrement alarmante, c'est que de nombreux professionnels de santé et patients eux-mêmes sous-estiment la gravité des changements structurels qui se produisent silencieusement au fil des mois, voire des années, d'exposition à ce comportement néfaste. Lorsqu'une personne âgée maintient une posture assise inadéquate pendant de longues périodes, des contractures myofaciales spécifiques se développent, altérant durablement la biomécanique du bassin et du rachis lombaire. Le grand psoas, principal fléchisseur de la hanche, se raccourcit progressivement, entraînant une inclinaison antérieure du bassin lorsque la personne se redresse. Cette inclinaison antérieure du bassin compense la perte de lordose lombaire naturelle, mais crée une hyperlordose compensatoire qui concentre les forces de compression sur les facettes articulaires L4-L5 et L5-S1. Chez les personnes âgées, les articulations facétaires présentent déjà des modifications dégénératives naturelles, notamment un rétrécissement de l'espace articulaire, la formation d'ostéophytes et un épaississement capsulaire. Soumises à une surcharge mécanique résultant de compensation posturale, ces articulations développent un processus inflammatoire chronique pouvant évoluer vers une arthrose facétaire sévère. Cette arthrose provoque non seulement des douleurs locales, mais contribue également au rétrécissement du canal rachidien et des foramens intervertébraux, comprimant ainsi davantage les structures nerveuses. Le phénomène de sténose du canal rachidien est particulièrement pertinent dans ce contexte. Chez les personnes âgées qui ont l'habitude de rester assises de manière incorrecte, la combinaison de protrusion discale postérieure, d'hypertrophie du ligament jaune et de formation d'ostéophytes facétaires entraîne un rétrécissement progressif du canal rachidien. Cette sténose peut être initialement asymptomatique, mais devient cliniquement significative lorsque le diamètre du canal est réduit au-delà d'un seuil critique, généralement inférieur à 10-12 mm. La claudication neurogène, symptôme caractéristique de la sténose spinale, se manifeste par des douleurs, un engourdissement et une faiblesse des jambes qui s'aggravent à la marche et s'améliorent au repos ou en flexion avant. Chez les personnes âgées qui développent ce symptôme en raison d'une mauvaise position assise, la claudication neurogène peut limiter considérablement la capacité à marcher, contribuant ainsi au déconditionnement physique et à la perte d'autonomie fonctionnelle. Des études longitudinales, suivies sur des périodes de 5 à 10 ans, montrent que les personnes ayant conservé l'habitude de rester assises de manière inappropriée plus de 8 heures par jour présentaient un taux de progression vers une sténose spinale symptomatique 3 fois plus élevé que celles ayant modifié leurs habitudes posturales. Plus alarmant encore, 65% de ces personnes ont développé des limitations fonctionnelles importantes, affectant leur qualité de vie et leur autonomie. L'impact sur les muscles fessiers représente un autre aspect critique des conséquences de cette habitude. Les muscles fessiers, en particulier les grands et moyens fessiers, sont essentiels à la stabilité du bassin et au contrôle des mouvements de la hanche. Une position assise prolongée entraîne un étirement excessif et un affaiblissement de ces muscles, un phénomène connu sous le nom d'amnésie fessière ou syndrome du fessier mort. Chez les personnes âgées, l'amnésie fessière a des conséquences fonctionnelles dévastatrices. La faiblesse fessière altère le schéma d'activation musculaire lors d'activités courantes, comme se lever d'une chaise, monter des escaliers ou marcher. Cette altération force d'autres muscles, notamment les ischio-jambiers et les lombaires, à assumer des fonctions compensatoires pour lesquelles ils ne sont pas suffisamment préparés, ce qui entraîne une surcharge et le développement éventuel de points gâchettes myofaciaux. Les points gâchettes myofaciaux situés dans des muscles tels que le piriforme, le carré des lombes et le petit fessier peuvent renvoyer la douleur directement au nerf sciatique, créant un schéma douloureux reproduisant parfaitement une sciatique. Ce chevauchement des symptômes rend le diagnostic différentiel extrêmement difficile et peut conduire à des traitements inappropriés qui ne s'attaquent pas à la cause profonde. L'altération de la proprioception est une conséquence souvent négligée, mais profondément impactante de cette habitude. La proprioception, capacité du système nerveux à percevoir la position et le mouvement du corps dans l'espace,
dépend des informations sensorielles provenant des récepteurs articulaires, musculaires et cutanés. Chez les personnes âgées, la position assise prolongée entraîne une diminution de l'activité de ces récepteurs, ce qui entraîne des déficits proprioceptifs qui augmentent significativement le risque de chute. Une étude publiée dans le Journal of Geriatric Physical Therapy montre que les personnes âgées présentant des déficits proprioceptifs liés à une position assise prolongée présentent un risque de chute 40% plus élevé que celles dont la proprioception est préservée. Sachant que les chutes chez les personnes âgées peuvent entraîner des fractures graves, une hospitalisation prolongée et une perte permanente d'autonomie, l'ampleur de ces conséquences ne peut être sous-estimée. Le système cardiovasculaire subit également des conséquences importantes de cette habitude. Chez les personnes âgées, la position assise prolongée diminue le retour veineux vers les membres inférieurs, contribuant ainsi au développement d'œdèmes, de varices et, dans les cas extrêmes, de thromboses veineuses profondes. La réduction de l'activité physique résultant des symptômes de la sciatique crée un cercle vicieux où le déconditionnement cardiovasculaire perpétue l'intolérance à l'exercice et limite les options thérapeutiques disponibles. La qualité du sommeil est souvent compromise chez les personnes âgées qui développent une sciatique chronique en raison de cette habitude. La douleur neurogène peut perturber les cycles normaux du sommeil, entraînant une fragmentation du sommeil paradoxal et une diminution du sommeil profond. Le manque de sommeil, à son tour, augmente la sensibilité à la douleur par des mécanismes neuro-endocriniens complexes, créant un autre cercle vicieux qui perpétue la souffrance du patient. La solution définitive pour inverser les dommages causés par cette habitude dévastatrice nécessite une approche multidimensionnelle, adaptée aux personnes âgées, qui prend en compte non seulement la correction posturale, mais aussi l'inversion des adaptations structurelles et fonctionnelles développées au fil du temps. Le protocole que je vais présenter a été développé spécifiquement pour les personnes de plus de 60 ans en tenant compte des limitations et des besoins spécifiques de cette population et a démontré des résultats exceptionnels lorsqu'il est appliqué de manière cohérente et progressive. Le premier pilier de la correction est la modification immédiate de l'environnement physique dans lequel la personne âgée passe la majeure partie de son temps assise. La hauteur du siège doit être ajustée de manière à ce que les hanches soient légèrement plus hautes que les genoux, créant ainsi un angle d'environ 110-120 degrés au niveau de l'articulation de la hanche. Cette position favorise le maintien de la lordose lombaire naturelle et réduit significativement la pression intradiscale. Pour les personnes âgées utilisant un fauteuil ou un canapé, il est essentiel d'ajouter des coussins fermes qui surélèvent l'assise et offrent un soutien lombaire adéquat. Le soutien lombaire doit être positionné précisément selon la courbure naturelle de la colonne vertébrale, généralement au niveau L3-L4, et doit être suffisamment ferme pour maintenir la lordose sans être inconfortable. Des coussins trop mous ou mal positionnés peuvent être contre-productifs, créant des points de pression inappropriés ou provoquant une hyperlordose excessive. Le dossier du fauteuil doit être incliné à un angle de 100 à 110 degrés par rapport à l'assise, afin que la personne âgée bénéficie d'un soutien adéquat sans glisser vers l'avant. La mise en place de poses posturales régulières est un élément essentiel du protocole de correction. Il est conseillé aux personnes âgées d'interrompre leur position assise toutes les 30 à 45 minutes et d'effectuer des mouvements spécifiques pour mobiliser la colonne lombaire et les hanches. Pendant ces pauses, des exercices simples comme l'extension lombaire debout, la rotation du bassin et la marche pendant 2 à 3 minutes peuvent significativement inverser les effets négatifs d'une compression prolongée. Le protocole d'exercice correctif doit être initié progressivement, en respectant les limitations de chacun. L'objectif premier est de restaurer la mobilité du rachis lombaire par des exercices de flexion contrôlés. Cet exercice, réalisé en décubitus dorsal, genou fléchi vers la poitrine, doit être maintenu pendant 30 secondes et répété 5 à 8 fois, 2 à 3 fois par jour. Cet exercice favorise l'étirement des muscles paravertébraux raccourcis et améliore la mobilité des segments vertébraux rigides. La correction de la contracture du psoas nécessite une attention particulière chez les personnes âgées, car ce muscle présente souvent un raccourcissement important. L'étirement du psoas doit être effectué en position debout, un pied devant l'autre, en fléchissant le tronc vers l'avant tout en gardant la jambe arrière tendue. Cet étirement doit être maintenu pendant 45 à 60 secondes et répété 3 à 4 fois de chaque côté, en respectant toujours le confort de la personne âgée. Le renforcement des muscles fessiers est essentiel pour corriger les changements biomécaniques.
L'exercice du pont fessier, réalisé en décubitus dorsal, genou fléchi, est particulièrement efficace chez les personnes âgées. La contraction doit être maintenue 10 à 15 secondes, avec 10 à 15 répétitions, puis progressivement suivie de variantes plus exigeantes comme le pont sur une jambe ou l'élévation du pied. Cet exercice renforce non seulement les fessiers, mais améliore également la stabilité du tronc et la coordination neuromusculaire. La rééducation posturale dynamique représente un aspect avancé du protocole, axé sur la conscience corporelle et le contrôle moteur. Des exercices de proprioception, comme l'équilibre sur une jambe ou la marche en ligne droite, aident à restaurer la perception spatiale compromise par une position assise prolongée. Ces exercices doivent d'abord être réalisés avec un support près d'un mur ou d'un meuble stable, puis progressivement vers une exécution autonome. Une thérapie manuelle spécifique peut accélérer considérablement le processus de récupération chez les personnes âgées. Des techniques telles que la mobilisation articulaire passive des segments L4, L5 et L5-S1, pratiquées par un kinésithérapeute qualifié, peuvent améliorer la mobilité articulaire et réduire la compression nerveuse. La libération myofaciale du piriforme, du carré des lombes et des ischio-jambiers par pression directe ou par des techniques d'aiguilletage à sec peut résoudre les points gâchettes et améliorer la fonction musculaire. Le contrôle de la réponse inflammatoire par des modalités thérapeutiques spécifiques aux personnes âgées comprend l'application de cryothérapie contrôlée et de thermothérapie superficielle. L'application de glace pendant 15 à 20 minutes lors des exacerbations aiguës des symptômes peut réduire l'inflammation neurologique, tandis que l'application de chaleur humide pendant 20 à 30 minutes peut améliorer la souplesse musculaire et favoriser la relaxation. Les patients âgés doivent être étroitement surveillés pendant ces traitements en raison du risque de lésions thermiques sur les peaux sensibles. Modifier ses habitudes d'activité quotidienne nécessite une planification minutieuse et une adaptation aux routines établies. Il est conseillé aux personnes âgées d'alterner différentes positions tout au long de la journée, en alternant périodes assises et périodes debout ou en marchant. Des activités comme regarder la télévision peuvent être réalisées partiellement debout, en s'appuyant sur une table haute ou un plan de travail. La lecture peut se faire en position allongée avec un soutien adéquat, en évitant une flexion cervicale excessive. Le suivi des signes d'amélioration est essentiel pour ajuster le protocole si nécessaire. Les indicateurs positifs comprennent une diminution de l'intensité de la douleur, une meilleure tolérance à la position assise, une augmentation de l'amplitude des mouvements lombaires et une réduction de la raideur matinale. Il est recommandé aux personnes âgées de documenter ces progrès à l'aide d'échelles de douleur simples et de questionnaires fonctionnels spécifiques. L'information sur les signes avant-coureurs est cruciale, d'autant plus que les personnes âgées peuvent présenter d'autres comorbidités qui compliquent leur tableau clinique. Des symptômes tels qu'une faiblesse progressive des membres inférieurs, des modifications du contrôle sphinctérien ou des douleurs nocturnes intenses perturbant le sommeil doivent inciter à une évaluation médicale immédiate, car ils peuvent indiquer une compression nerveuse sévère ou d'autres pathologies nécessitant une intervention spécialisée. Enfin, concernant cette habitude dévastatrice qui nuit à des millions de personnes âgées au Brésil, une approche prudente et individualisée est nécessaire. D'autant plus que chaque personne de plus de 60 ans présente des caractéristiques uniques en termes de conditions physiques, de comorbidités associées et de degré de déficience. Il est essentiel de comprendre que la réparation des dommages causés par une mauvaise posture assise prolongée ne se fait pas du jour au lendemain, mais plutôt par un processus progressif et constant qui peut prendre de 3 à 6 mois pour produire des résultats significatifs. La réussite du protocole de correction dépend fondamentalement de la régularité des modifications posturales et des exercices correctifs. Les personnes âgées doivent être guidées pour mettre en œuvre les changements progressivement, en commençant par des changements simples comme l'ajustement de la hauteur de la chaise et la mise en place de poses posturales régulières, puis en progressant progressivement vers des exercices plus spécifiques en fonction de la tolérance et des capacités individuelles. Il est important de se fixer des objectifs réalistes et de saluer les petits progrès, car la motivation est essentielle à l'observance du traitement à long terme. L'intégration familiale est un aspect souvent sous-estimé, mais absolument essentiel à la réussite thérapeutique. Les membres de la famille doivent être sensibilisés à l'importance des modifications posturales et encouragés à soutenir la personne âgée dans la mise en œuvre des changements nécessaires. Cela peut aller de la réorganisation du domicile à l'accompagnement dans la pratique d'exercices physiques quotidiens, créant ainsi un réseau de soutien facilitant le maintien de nouvelles habitudes saines.
Un suivi médical régulier devient encore plus important pendant le processus de correction, en particulier chez les personnes âgées souffrant d'autres pathologies telles que le diabète, l'hypertension ou l'ostéoporose. Ces comorbidités peuvent influencer la progression de la sciatique et la réponse au traitement, nécessitant des ajustements spécifiques du protocole thérapeutique. Une communication constante entre la personne âgée, sa famille et l'équipe soignante permet d'identifier et de prendre en charge rapidement toute modification de l'état clinique. Il existe des contre-indications et précautions spécifiques à respecter scrupuleusement lors de la mise en œuvre du protocole de correction. Les exercices des personnes âgées ayant des antécédents de fractures vertébrales par compression, de spondylolisthésis instable ou de tumeurs rachidiennes doivent être soigneusement supervisés par des professionnels qualifiés. Les mouvements d'extension lombaire excessifs peuvent être contre-indiqués en cas de sténose spinale sévère, tandis que les exercices de flexion peuvent aggraver les hernies discales importantes. L'ostéoporose, une affection extrêmement fréquente chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes ménopausées, nécessite des adaptations spécifiques des protocoles d'exercice. Les mouvements impliquant une flexion antérieure excessive de la colonne vertébrale doivent être évités ou effectués avec une extrême prudence, car ils peuvent provoquer des fractures vertébrales par compression. Les exercices de renforcement doivent commencer avec des charges très faibles et progresser progressivement, en privilégiant toujours la qualité du mouvement plutôt que la quantité ou l'intensité. Les patients âgés sous anticoagulants oraux, un médicament courant pour la prévention des accidents cardiovasculaires, doivent être particulièrement prudents avec les thérapies manuelles impliquant des pressions profondes ou des manipulations articulaires. Le risque d'échymose ou de saignement doit toujours être pris en compte, et il faut privilégier des techniques plus douces et supervisées si nécessaire. Une coordination avec le médecin traitant est essentielle pour déterminer la sécurité des différentes approches thérapeutiques. L'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien qu'elle puisse apporter un soulagement temporaire de la douleur, doit être surveillée attentivement chez les personnes âgées en raison du risque accru d'effets indésirables gastro-intestinaux, rénaux et cardiovasculaires. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier les méthodes non pharmacologiques de contrôle de la douleur, en utilisant les médicaments uniquement comme adjuvants lors des exacerbations aiguës et sous étroite surveillance médicale. Les signes avant-coureurs nécessitant une évaluation médicale immédiate comprennent l'apparition soudaine d'une faiblesse motrice importante des membres inférieurs, une perte de contrôle sphinctérien, des picotements ou un engourdissement d'évolution rapide, ou une douleur qui s'aggrave considérablement malgré la mise en œuvre correcte du protocole de correction. Ces symptômes peuvent indiquer une compression nerveuse sévère nécessitant une intervention spécialisée urgente, pouvant aller jusqu'à une intervention chirurgicale. Le syndrome de la queue de cheval est une urgence neurologique qui, bien que rare, peut survenir chez les patients âgés présentant une sténose spinale sévère. Les symptômes incluent une lombalgie intense, une faiblesse bilatérale des membres inférieurs, une anesthésie en selle et un dysfonctionnement sphinctérien. Toute association de ces symptômes nécessite une évaluation neurochirurgicale en urgence, car un retard de traitement peut entraîner des séquelles neurologiques permanentes. Le protocole de mise en œuvre doit commencer immédiatement après l'identification de l'habitude nocive, tout en respectant les limites individuelles. La première semaine doit être exclusivement consacrée à la modification de l'environnement physique et à la mise en place de poses posturales, permettant à la personne âgée de s'adapter progressivement au changement. Les deuxième et troisième semaines peuvent introduire des exercices de mobilisation de base, tandis que les exercices de renforcement ne doivent être intégrés qu'après la quatrième semaine, une fois la tolérance et l'adhésion acquises. Une supervision professionnelle est fortement recommandée, surtout au début de la mise en œuvre du protocole. Un kinésithérapeute spécialisé en gériatrie peut adapter les exercices aux besoins spécifiques, surveiller leur bonne exécution et procéder aux ajustements nécessaires. La fréquence idéale de supervision professionnelle varie d'1 à 2 séances hebdomadaires pendant les 4 à 6 premières semaines, puis de 2 à 3 fois par semaine, voire 1 fois par mois, à mesure que le patient gagne en autonomie. Si cette vidéo vous a été utile, à vous ou à une personne âgée de votre famille souffrant de douleurs sciatiques, merci de cliquer sur « J'aime » afin que ce contenu atteigne davantage de personnes qui en ont un besoin urgent. De nombreuses personnes âgées souffrent inutilement, simplement parce qu'elles ignorent qu'une habitude aussi courante pourrait être à l'origine de leurs problèmes. Laissez un commentaire détaillé pour partager votre expérience de douleur sciatique ou celle d'un membre âgé de votre famille. Racontez-nous depuis combien de temps vous vivez avec cette douleur, les traitements que vous avez essayés
et si vous vous reconnaissez dans l'habitude dont j'ai parlé aujourd'hui. Vos commentaires sont essentiels pour que je puisse créer du contenu toujours plus ciblé et utile pour notre communauté de seniors actifs et en bonne santé. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux sur la santé et la qualité de vie après 60 ans. J'ai préparé une série spéciale sur le nerf sciatique chez les personnes âgées, couvrant tout, des exercices spécifiques aux directives nutritionnelles qui peuvent améliorer la récupération. Partagez cette vidéo avec une personne qui souffre également de sciatique ou qui connaît une personne âgée. Ces informations peuvent littéralement transformer la qualité de vie d'un proche en lui apportant espoir et solutions pratiques à un problème que beaucoup considèrent comme inévitable avec l'âge. Dites-nous dans les commentaires quel sujet sur le nerf sciatique vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Souhaitez-vous apprendre des exercices spécifiques pour renforcer les muscles qui protègent le nerf sciatique? Ou préférez-vous en savoir plus sur les aliments anti-inflammatoires qui peuvent accélérer la guérison? Ou peut-être des conseils pour aménager votre maison afin de la rendre plus adaptée à la sciatique? Votre avis guide le contenu que je produis. Alors participez activement à cette communauté dédiée au vieillissement sain et actif. N'oubliez pas, vieillir ne signifie pas accepter la douleur comme une fatalité. Avec les connaissances adéquates et les bons gestes, il est possible de vivre avec qualité, mobilité et liberté, même après 60, 70 ou 80 ans. Vous méritez de vivre chaque jour avec autant de confort et d'indépendance que possible.